Michel? Michel? C'est toi? J'ai fait quoi de ce couteau? Putain, mais est-ce que je l'ai mis ce truc? Mais c'est pas possible. Ah bah quand même! Putain, c'est toi qui l'avais? Donne-moi ça. Tu veux de la cuisine? Tu veux de la vraie cuisine? Je vais te faire un truc, mon pote. Tiens, goûte-moi ça. Mais ouvre la bouche. Ça, c'est encore l'épisode de merde. Alors que notre JC International se contente de tourner un film pour la petite lucarne, nommé Meurtre au 43e étage, un producteur veut le lancer sur une idée simple et qui se réfère à un nouveau genre cinématographique, j'ai nommé le slasher. L'idée provient de Irwin Yablans et Moustapha Akkad, connus en tant que consultants pour Sam Peckinpah pour un film qui ne verra jamais le jour concernant la guerre d'Algérie. John, ce beau gosse, est en couple avec Debra Hill et ils entreprennent l'écriture du film avec comme budget 325 000 $ débloqués par Moustapha Akkad, soit déjà 3 fois plus que son précédent film Assaut. Je suis le cuistot du ciné et je vais tenter de vous servir encore une fois un plat savoureux, celui du film Halloween, La Nuit des Masques de John Carpenter. C'est parti. Alors que la fête de la fin octobre 1963 bat son plein au sein de la communauté américaine dans la petite ville d'Haddonfield, en Illinois, un meurtre est commis par un certain Michael Myers. 15 ans plus tard, après s'être échappé de l'hôpital psychiatrique dans lequel le professeur Loomis était en charge de le surveiller, Michael Myers décide de revenir à Haddonfield le soir d'Halloween afin de remettre en marche la machine à tuer qu'il incarne. À la direction artistique, on retrouve encore Tommy Lee Wallace. On le retrouve également au montage. Et si vous voulez savoir qui c'est, je vous invite à vous retourner sur mes 2 précédentes vidéos. Comme ça me fera un petit peu de vue. Au scénario, on a Debra Hill et John Carpenter. À la musique, on a encore et toujours John Carpenter. Il emprunte toujours le format Panavision, le 2.35, et utilisera un nouveau procédé de caméra mobile produit par Panavision, c'est-à-dire le Panaglide, qui se veut être un concurrent direct de la Steadicam, à savoir que le résultat est saisissant et ne fut utilisé que peu de fois avant ce film, notamment par le réalisateur Terrence Malick sur le film Les Moissons du Ciel, alors que le Steadicam révolutionna la mise en scène via 2 films. Le premier qu'il utilisa, c'était Marathon Man, puis ce fut au tour de John J. Avildsen pour le film Rocky, premier du nom, et utilisé chaque fois pour une course à pied. On a Nick Castle qui participera également au film en incarnant la silhouette du meurtrier, mais avec le masque. Le film sera budgété sur la somme de 325 000 $, soit déjà 3 fois plus que son précédent film, et sera gratifié grâce au bouche à oreille de l'époque, et plus tard Vidéo Club, avec un rendement de plus de 50 millions de $. Succès énorme, considéré encore aujourd'hui comme un des plus gros films indépendants. L'impact du film a été tel qu'aujourd'hui, des bus de touristes visitent la rue où je l'ai tourné. Mon Dieu, ils ont fait ça, comme c'est bizarre. Mais vaut mieux ça que travailler, comme disait Robert Mitchum. Le film reçoit également le prix de la critique du Festival d'Avoriaz. Le succès est tel qu'on lui demande de faire une suite, mais il travaille uniquement le scénario et ne rempile pas derrière la caméra. Plusieurs suites seront mises sur le plancher et encore aujourd'hui, elles font figure de prétendants au titre du meilleur film slasher en vain. Même si j'ai une petite préférence pour les 2 films de Rob Zombie qui abordent le genre différemment. Bon, on se fait la recette et on goûte le plat et je donne mon avis. Et c'est parti. Donc je le fais à la poêle, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, à savoir que ce film doit être préparé uniquement à la poêle. Ce n'est pas comme une citrouille cuite au four. Un morceau de Nick Castle comme interprète masqué, donc on le met là. Sentez-moi ça. Quelle odeur.
Et comme je vous le disais, pour que la cuisson soit bonne et que ça n'accroche pas à la poêle, on récupère une cuillère à soupe, bien sûr, de Panaglide. Voilà, comme ça on est sûr qu'on va avoir quelque chose d'assez goûtu. Voilà, on l'étale. On met également une petite cuillère à café au scénario de Debra Hill. À ne pas confondre cuillère à soupe, cuillère à café. Là, maintenant, on active. Voilà, c'est ça. On remue à feu doux, comme ça. Voilà, ça c'est bon ça. On ajoute enfin les 325 000 $ de Mustapha Akkad, qui n'a pas pu m'accompagner aujourd'hui, désolé. Enfin, on goûte. Ah, c'est un peu fort. Bon, eh bien, je vais vous donner mon avis sur ce plat. Le film est réalisé en 1978, soit bien après Psychose, considéré comme étant le premier slasher. Pour certains, ce sera Le Voyeur ou Black Christmas en 1974. Le procédé du début du film est une claque monumentale lorsque la scène atteint son paroxysme à la révélation que je ne commenterai pas ici, au risque de décevoir des personnes qui n'auraient toujours pas vu le film. Ensuite, le film s'enchaîne lentement, mettant en place l'intrigue et les différents protagonistes. Le choc du début du film nous amène à penser qu'il peut y avoir un meurtre à tout moment, et la tension est palpable. L'héroïne paraît discrète, mais se révèle vers la fin du film comme étant une sorte de replay. C'était la mode Alien à l'époque. Le psychiatre et son lien avec le meurtrier amènent du sens quant à la quête d'éliminer ce dernier, désigné comme étant le mal absolu. De plus, le côté surnaturel de Michael devient presque lisible lorsqu'il effectue les tours de force de se relever après chaque attaque fatale à son encontre. Alors, on a un arrière-plan où on trouve Jamie Lee Curtis, et derrière, elle lui a mis une petite branlée, et il se retrouve à se relever sur une position assise en angle droit, qui nous ferait aussi penser à un être fantastique. L'utilisation des jumpscares se multiplie et sont d'une redoutable efficacité comparée à ceux d'aujourd'hui, qui sont lisibles à souhait. Lorsque l'on visionne le film aujourd'hui, plus rien ne nous surprend, si ce n'est que l'ambiance est toujours aussi sombre, et les effets restent propres, et le final toujours obsédant, avec notamment cette directive qui qualifie Carpenter, celle d'un cinéaste accro au cliffhanger. Ce film ne fait pas partie de mon top John Carpenter, mais je vous le conseille vivement, tout de même par son impact encore aujourd'hui. La preuve avec Halloween Kills et bientôt le Halloween Ends. Et donc, pour continuer encore sur ce plat savoureux, je vais vous parler des plans de travail. Vous savez ce que c'est qu'un plan de travail? C'est là où on fait la cuisine. Et c'est parti, les plans de travail. On nomme souvent le fameux plan séquence d'ouverture du film qui inspira mon ouverture de cette vidéo. La maîtrise est telle que le spectateur se reflète en tant que voyeur ou même en tant qu'antagoniste. Vous retrouverez ce genre d'attraction chez Disney Studios, le parc où l'on interprète Rémi de Ratatouille. Oui, il fallait bien un lien avec la cuisine et Disney, mais à l'inverse, les couteaux sont bien rangés chez Ratatouille. Mais le mieux est de décrypter une scène en particulier, la porte ouverte du placard à balai. Oui, je ne savais pas comment la nommer. Ici, il est question de l'acte final où l'on retrouve Jamie Lee Curtis acculée par le méchant. Pas de jeu de mots vilain, s'il vous plaît. On découvre le père Michel, qui a perdu son chat. Derrière l'héroïne cachée dans la pénombre de la chambre, le masque se révèle petit à petit et lorsque le personnage est presque en entier dans la lumière, il tente un coup de couteau. Et oui, cette scène est minime, mais tellement sublimée par la photographie et le jeu de lumière géré par Dean Cundey. Vous savez qui est Dean Cundey? C'est parti. Mais en 1946, en Californie, Dean rencontre Debra Hill sur un tournage alors qu'il a déjà une dizaine de films à son actif. En tant que directeur de la photo, il signe pas moins de 5 films auprès de John Carpenter. Son style précis, contrasté, l'impose comme un grand artisan. Au-delà de Carpenter, il affiche une carrière hors norme avec ses associations pour d'autres films, notamment Hook, Jurassic Park, Retour vers le futur, Roger Rabbit, etc. Il travaille actuellement sur la série Boba Fett. Parenthèse fermée, on notera que cette scène fait littéralement froid dans le dos de Jamie Lee Curtis. Je suis drôle quand je le veux. Pour finir sur cette critique et cette petite rétrospective pour Halloween, on va passer au dessert, c'est-à-dire les anecdotes. C'est parti.
dessert le plus connu, le masque trouvé sur Hollywood Sunset Boulevard par Tommy Lee Wallace, justement, serait en fait un masque représentant William Shatner de la série Star Trek. Il fut repeint en blanc et les yeux agrandis, puis les cheveux repris, un peu comme les miens. Deuxième anecdote. Le plan séquence du début est en fait tourné en 3 prises à l'instar de notre cher 1917, qui fut tourné réellement en 2 prises, 1917. Les transitions sont dures à repérer, mais on en devine une lorsque Michael met son masque, par exemple. Son premier masque. Troisième anecdote, on notera également que l'antagoniste, Michael Myers, est joué par 3 personnes différentes. Nick Castle, masqué en silhouette, Will Sandin, pour la scène du début, que je ne dévoilerai toujours pas, et Tony Moran lorsque Michel est démasqué vers la fin. Et enfin, une dernière anecdote, Johnny est fan du cinéma, et ça se ressent, et il y a une référence à son cinéma, avec la scène d'ouverture rendant hommage au film d'Orson Welles, La soif du mal. Et enfin, pour finir, une dernière anecdote, sachez que durant le tournage, ils n'avaient pas assez de pognon, et surtout, ils ont tourné vers le printemps. Au printemps, vous le savez, les arbres sont verts, et vous savez qu'Halloween, principalement, ça se passe en automne. Et donc, qu'a fait la production ? Ils ont récupéré un maximum de feuilles, ils les ont repeints, couleur automne, et ils les ont étendus sur les trottoirs, les pelouses des maisons, et sur chaque scène, ils étaient obligés de les récupérer. Non mais c'est véridique, hein. Ils les récupéraient et ils les redéplaçaient sur chaque plan qu'ils faisaient pour faire croire à cet automne permanent. Et si vous regardez bien dans le film, les arbres sont réellement bien feuillus, bien verts, on sent que c'est vraiment le printemps. Bah quoi? Y a pas de sous-métier, hein? Allez, on se revoit dans un mois, cette fois-ci c'est terminé pour cette vidéo, pour, et vous l'avez deviné, le roman d'Elvis. Bah ouais, on va passer au roman d'Elvis, bien sûr, Elvis que j'adore, et qui est un téléfilm à la base de John Carpenter, mais on y reviendra. Et je sens que je vais m'éclater en Elvis Presley. On va laisser peser, envoie-moi tout ça dans l'algorithme de mes deux là, et puis, bye bye, ciao.